Quoi de plus naturel que de trouver sa subsistance dans la mer quand on est un Ilien? Un geste immémorial qui se transmet depuis que l'homme a compris qu'à portée de harpon ou de canne à pêche, une manne nourricière pouvait s'offrir à lui, pour peu qu'il fasse montre d'un peu de dextérité et de patience. C'est ce que ce père de famille essaie d'apprendre à ses enfants. Cette activité est dominicale, a tous les airs d'un moment de loisir, mais elle a tout de même son côté pragmatique. Il s'agit d'inculquer une façon de se prendre en charge. À Tahiti, la pêche fait partie de la vie dès le plus jeune âge. Avec le temps, ce geste primordial est devenu vecteur de partage, de troc et de commerce pour advenir geste culturel. Et depuis que l'on a mis des moteurs sur les bateaux, le marché de la pêche a pris un nouveau statut, celui de véritable filière économique. Dans les 5,5 millions de kilomètres carrés d'océan qui entourent la Polynésie, ce qu'on appelle la zone économique exclusive, quelques 13 000 tonnes de produits sont pêchés chaque année. Et le nombre d'emplois directs liés à la pêche s'élève à près de 5 000. Filière très dynamique donc, et même proactive, au cœur de laquelle des initiatives originales se font jour. Commençons au plus près du bord avec la pêche lagonaire. Nous sommes à la marina de Te Vaiuta, petite commune de la côte ouest de Tahiti. Avec Clément Vergne, adjoint au maire, et son fils Niki, tous deux passionnés de pêche, nous allons découvrir une mesure novatrice récemment mise en place pour préserver la ressource marine à cet endroit. Un rahui participatif. Aujourd'hui, on va faire une petite partie de pêche donc pour voir avec notre ancien pêcheur, Papico. Et ensuite, on va aller plonger dans le rahui pour voir un petit peu comment ça a évolué. Rahui en tahitien signifie mettre un interdit. Ce verbe est employé pour parler de réserves de pêche. Si les réservations de zones de pêche réglementées sont pratiquées en Polynésie depuis des lustres, elles ne sont pas toujours respectées. Le rahui de Te Vaiuta présente l'originalité d'être à cheval sur plusieurs communes, ce qui n'a pas facilité sa mise en œuvre. On a fait une petite étude scientifique et cette étude-là, en fait, elle a révélé que ce serait beaucoup plus efficace si on mettait en place le rahui sur le côté Mataya Papara. Parce que là, le corail il est bien plus vivant, il y a un peu plus de vie. Voici 10 mois que personne n'est venu pêcher dans cette zone protégée qui représente 11 km². Mais pour l'heure, nous avons rendez-vous avec une personne sans qui le rahui n'aurait pu se mettre en place, Georges Athéo, dit Papico. Avec lui, nous allons assister à une pêche au filet à l'extérieur de la zone de rahui. Papico qui a quasiment 73 ans, je peux assurer que c'est vraiment lui qui a fait le déclic, voilà, qui a vu, parce que rien que son témoignage a décidé le reste de la population à suivre, parce que c'est lui qui est quasiment tous les jours dans l'eau. Et je dis même que c'est un homme poisson, on pourra dire. Il est en train justement de regarder le passage du poisson. Donc ils n'ont pas encore posé le filet. Donc il est dans l'eau, il scrute le poisson, en fait, le passage. Adou! Une fois qu'il a repéré quelque chose, c'est là qu'on va poser le filet, quoi. Voilà. Après, dans le monde de la pêche, voilà, ça marche comme ça peut ne pas marcher. Voilà. C'est pas une science exacte. La pêche, mais c'est pas un petit jeu. Il faut vraiment apprendre comment il faut faire. Quand tu ne fais pas attention, tu n'auras pas de poisson, tu as perdu.
Il a repéré un petit banc de poisson, donc là on va commencer à poser le filet. Hein. Stop, 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 stop. Pas, avance, avance. Stop, 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 stop. C'est le moment où il ne faut pas se louper, quoi. Donc voilà. Si ça joue à quelques minutes, quoi. Donc même quelques secondes, quoi. Si on a mal posé, ben c'est fini. C'est bon? Je pense que le poisson est parti, quoi. Donc voilà, on a raté le bond de avec quelques secondes, quoi. Le poisson est toujours là. Voilà. Comme il dit, le poisson, il est toujours là. Hein. Donc voilà, c'est pas cette fois-ci, ben, c'est comme ça la pêche. Hein. Ah. Voilà. Peut-être un jour, ouais, mieux séché. Voilà. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas un autre jour aujourd'hui. Peut-être un autre jour, ce serait plus beau qu'aujourd'hui. Notre équipage rentrera bredouille. Même si cela écorche quelque peu la fierté de nos pêcheurs, cela confirme une chose. La mise en rahoui de la zone voisine n'est certainement pas inutile. Là, on va ancrer ici. C'est ce que nous allons vérifier tout de suite. Clément et son fils Niki vont faire une plongée de reconnaissance dans la réserve, caméra au point, pour constater si les 10 mois d'abstinence ont bien porté leurs fruits. Je suis content. Parce que là, on voit que ben, ça fait les effets. Hein. Donc, ça fait, je pense, là, quasiment 1 an. Et là, j'avais jamais revu autant de poissons dans la zone. Là, du nanoué en grosse quantité, des fous, des parties. La dernière fois qu'on pêchait sur la zone, c'était tout petit. Hein. Donc, elle faisait moins de 200 grammes. Là, tu trouves des pièces à 400, voire 500 grammes. Ah, là, oui, il a bien réussi. Hein. Ouais. Il y a plein de poissons. Si on laisse la zone tranquille, effectivement, le poisson, il peut que revenir, quoi. Voilà, donc c'est possible, c'est encourageant, quoi, parce que, voilà, c'est vrai que la ressource, elle se raréfie, hein. Si on fait rien, ben voilà, donc faut pas attendre qu'il en ait plus rien pour agir. Et t'es mama. Au début de la rue, nous sommes là. Vous voyez, vous voyez, Traya, Pouel, Trau. Tene, il doit être là, vous voyez, vous avez un peu de matou. T'as pour la rue, tu mets à Tuiratira. Maruru, on est là, tu es là, oui. Maintenant, tu peux pas la matou, tu peux pas la rue. Tu es là, tu montes à tes patos, mais où est-ce que tu dois y avoir ta yata? Tu peux pas la rue, tu peux pas la rue, tu es valide de la rue. Où est-ce que tu peux la rue? Ai tu e wari de la hui. Plau ra o iao, ta o e ai ta mari. E mai tai ra te e. No tu e tu e wari. Trai ta plau te teimi. De retour à la marina, les 3 compères s'empressent de regarder les images ramenées par Niki. Ah, on voit bien, on est bon. Après, on a un maïtou, ouais. Papico est content. Il fredonne la célèbre chanson de Bobby Holcomb, Orio, qui parle de la relation, quelquefois tumultueuse, mais toujours passionnelle, entre le pêcheur et l'océan. Voilà.
Mais prenons le large pour aller voir ce qu'il s'y trame avec la pêche hauturière. Papeete, le port de pêche de Fariuti. La nuit paraît calme. Les thoniers, palangriers et autres navires de pêche hauturière sont au repos. Tous, sauf un. Le Vini-Vini neuf, qui vient de rentrer au port après 15 jours de pêche au large de l'archipel des Australes. Une campagne de pêche bien particulière, car il s'agissait d'une campagne test de pêche à l'espadon. À cette période de l'année, au début de l'été austral, l'animal migre dans les eaux tempérées de la Polynésie. C'est à l'occasion de ce grand rassemblement que la société Vini-Vini a envoyé son bateau spécialement équipé et au personnel tout fraîchement formé pour cibler l'espadon. Et le coup d'essai a été un coup de maître, puisque le palangrier est revenu avec à son bord 20 tonnes d'espadon, qu'on appelle en Polynésie meka. C'est Taura, le capitaine, qui est aux commandes pour le déchargement. Cette année, c'est un peu exceptionnel cette année. On a ramené au moins 165 pièces de méca. Et en hiver, il y a au moins une cinquantaine de divers, c'est-à-dire mahi-mahi, tazar, des malins rayés, du thon rouge. C'est pas évident. C'est le fait de faire la pêche au méca, contrairement à la pêche au thon. C'est différemment. La pêche au méca, il n'y a pas beaucoup d'hameçons, mais par contre, il faut aller dans des endroits, comment dire, vraiment extrêmes, on peut dire. Il y a tout du mauvais temps, il fait froid, il fait au moins 12 degrés là au sud, entre 10 et 15 maximum. Il vaut mieux se préparer d'avance. Parfois, on rencontre des creux de 4 à 5 mètres et des rafales de vent qui atteignent au-delà de 100 km à l'heure. Avec la pluie, tout ça, là, ça caille. Hein. Donc, des conditions pas vraiment confortables. Quoi. La pêche au méca se pratique à la nouvelle lune, période où les calamars remontent à la surface la nuit. Les espadons, friands de ce petit animal, se jettent sur les leurs et c'est le piège. Meka est un mot japonais qui signifie espadon, à ne pas confondre avec le marlin, autre poisson escrimeur du même ordre. Mais c'est Taura, notre capitaine, qui connaît le fin mot. Ça, c'est l'espadon. Et nous, à l'époque, on disait que les marlins, c'est l'espadon. Mais non, c'est le contraire. Nous voilà presque fixés. Chaque espadon va être testé. Pour ce faire,
un contrôleur qualité prélève systématiquement un échantillon au-dessous de la queue. C'est par l'examen de ce morceau que l'on décidera de la destination du poisson. Je regarde la texture, la couleur et la fraîcheur du poisson. La ligne de sang elle est légèrement rouge. Et là il y a le gras par-ci par-là. Donc je regarde aussi l'aspect extérieur. Bon, sinon je vais peut-être mettre en marché local parce qu'il est un peu blessé. Elle est bonne, c'est de bonne qualité. Et après, à l'intérieur, on va faire une gestion de stock, quoi. C'est-à-dire, par rapport à la qualité, où ça va partir, au marché local ou à l'exportation. En général, ce sont les plus jolis pour l'exportation. Hein. Rien ne se perdra. Les échantillons prélevés serviront de petit déjeuner au personnel d'ici quelques heures. Mais en attendant, la nuit va être longue, car le travail ne manque pas. Les poissons sont scrupuleusement pesés, puis dirigés vers les différents box de traitement. À partir de maintenant, le maître mot, c'est la rapidité. Il ne faut pas rompre la chaîne du froid. Il faut que ce soit plat. Pourquoi? Parce que quand le carton va venir dessus, si, ça va. Et la solidité, c'est ça. C'est ici. Hein? C'est au niveau des extrémités. Donc, si jamais il y a un truc qui est bombé, ça va écraser le poisson, ça ne sert à rien. Quand vous voyez ça, on déclasse sur le marché local. Ça ne sert à rien d'envoyer à l'exportation. Hein? On est d'accord? Hein? L'homme qui vient de parler, c'est le grand patron. Fils de pêcheur, Yann a décidé, après ses études, de reprendre la société familiale et de la faire fructifier. Il est aujourd'hui directeur d'une des plus grosses sociétés de pêche de Polynésie. Joli méca qu'on va exporter dès ce soir par avion vers les États-Unis pour qu'il soit dégusté par les Américains. Très friands de ce poisson. Tout ça va partir. Il y a à peu près pour, je dirais, 12 tonnes d'exportation. C'est des poissons qui vont directement aller aux États-Unis. Et puis pour les grosses pièces qu'on ne peut pas exporter, on va le spécifier, on va le donner pour le marché local, notamment pour nos rouloutiers, pour nos restaurants qui vont pouvoir donc proposer le méca à des prix beaucoup plus abordables que d'habitude. Tout le monde est content. Dans un jour ou deux, un steak d'espadon à peine pêché en Polynésie viendra garnir l'assiette d'un consommateur quelque part aux États-Unis. Après le lagon, après le grand large, la pêche côtière. Dans ce secteur aussi, des initiatives existent. Nous allons découvrir une autre manière de tirer parti de la ressource marine, plus axée sur l'aspect loisirs et tourisme et qui se veut préservatrice. Nous sommes à la Marina Taina, dans la commune de Punauia. Depuis peu, quelques passionnés proposent en Polynésie une activité côtière jusqu'ici pratiquée surtout en Australie. Il s'agit de la pêche au marlin catch and release, autrement dit, attraper, relâcher. Thibaut Casabianca, second capitaine de l'Ultimate Lady, aujourd'hui à quai pour maintenance, nous invite à bord. Venez, il n'y a pas de problème. Je fais la maintenance de mes moulinets. Une fois par an, il faut... le moulinet, il force, donc il faut le nettoyer, enlever la vieille graisse. C'est comme tout, plus tu entretiens et plus ça dure. Et surtout, tu n'as pas envie que ça casse le jour où tu as un gros poisson au bout de la ligne. Ah, ça, c'est une chaise de combat. Nous, sur ce bateau, on fait de la pêche au gros. Du coup, on essaie d'aller dans des endroits où pas beaucoup de gens pêchent. Pour justement avoir plus de chances d'avoir de gros poissons. Tu vas, tu pêches le poisson et quand il arrive à côté du bateau, souvent on le tag et ensuite on enlève l'hameçon et on le relâche. De pêcher un marlin, c'est quelque chose, hein. C'est différent de tout autre poisson en fait. C'est un poisson qui se bat jusqu'à la mort.
Après la chaise de combat et la canne, le leurre, dans la confection, est tout un art. Chaque leurre a une tête un peu différente, tu vois. Celui-là, c'est une tête anglaise, celui-là, c'est une tête plate. Après, tu as les jupes qui sont en caoutchouc, de différentes couleurs. Et ensuite, tu as du nylon et l'hameçon en dessous. Il nage souvent comme ça, là. Et puis quand le poisson, il vient, il attrape là, tac. Et puis souvent, ça glisse. Il fait ça et puis en glissant, ça le pique. Celui-là, c'est mon fétiche. À chaque fois que je le mets, ça tape. Et comme c'est moi qui ai monté les jupes et tout, il a mon mana. C'est un poisson vraiment spécial, le marlin. Si tu vas du rostre à la queue, ça peut faire 6-7 mètres de long. Ouais, c'est énorme, hein. Ça, il fait peur quand tu le vois. Mais il est tellement excitant quand tu le vois mordre à l'hameçon. Il saute, il prend ta ligne. Après, c'est entre toi et lui, quoi. L'accident, il peut vite arriver, hein. Tu passes par-dessus bord, tu peux partir avec le poisson. C'est un métier qui peut être dangereux si tu ne fais pas attention. Mais qui est aussi passionnant parce que quand tu vas à la pêche, tu ne sais pas ce que tu vas attraper et tu espères toujours avoir le plus gros poisson, quoi. Tous les pêcheurs, ils savent qu'il y a des monstres du Loch Ness quelque part dans l'océan. Maintenant, il faut l'attraper. On essaye à chaque fois de le garder en meilleures conditions possibles, quoi. Tu l'attrapes par le rostre et tu essayes de lui garder un peu la tête dans l'eau pour qu'il continue de nager et garder le bateau en marche avant aussi. Comme ça, il y a de l'eau qui rentre dans les ouïes et ça lui permet de respirer. Des fois, si on n'arrive pas à enlever l'hameçon, on coupe l'hameçon et on le relâche. Si le poisson, on voit qu'il est blessé, souvent, on le garde. Et en rentrant sur l'île, souvent on fait des offrandes pour les écoles, les églises, voilà, pour nourrir la population, quoi. Le catch and release est une discipline sportive homologuée par la IJFA, International Game Fishing Association. Les règles sont très précises. Il faut un matériel réglementaire et à chaque capture, le poids estimé de la prise et sa position GPS sont envoyés à l'association. Un tag, posé juste avant la délivrance, permet un suivi de cet animal, le marlin, tant on connaît finalement peu de choses. Il y a des poissons qui ont été pêchés à un endroit dans la planète et ils ont été suivis avec des satellites tags et on a vu qu'ils traversaient carrément des océans, quoi. C'est des poissons solitaires et des grands navigateurs, hein. Le prochain départ, c'est normalement à la fin du mois, là. On va sur Rapa, donc, qui est l'île la plus éloignée au sud. On part pour 3 semaines, là. Voilà. En espérant d'avoir des gros poissons là-bas. Le geste séculaire de pêcher le poisson nous emmène à un autre geste, celui de le préparer. C'est le thon qui reste le poisson favori des Polynésiens. Et cela, Yan Ching l'a bien compris. C'est pourquoi il a créé une autre société qui propose des plats à emporter. Au menu, sushi, sashimi et autres chaud-froid de thon. Et ici encore, on tente d'innover en proposant toujours de nouvelles recettes. Au-delà de cette démarche de décliner en plusieurs recettes notre poisson, c'est également de montrer au monde qu'est-ce qu'on peut faire avec notre poisson. Je peux dire que ça pourrait attirer la clientèle internationale et les marchés internationaux. Il faut savoir que le travailleur polynésien est très doué dans la manipulation du poisson pour atteindre une belle assiette et faire en sorte que nos plats se retrouvent aussi sur les étals étrangères, pourquoi pas, demain. On sait qu'innover et entreprendre
ne fait pas peur à la filière pêche, loin de là. Et on est prêt à relever tous ces défis-là qui nous attendent demain. Mais en attendant les défis de demain, relevons celui d'aujourd'hui.